Mosaïque. Mosaïque. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Mosaïque. Comment faire face seul en tant que pays aux maladies qui ne connaissent pas de frontières? Voici le sujet autour duquel tourne le débat Mosaïque d'aujourd'hui. Les épidémies de Mpox et Marburg, provenant respectivement de la RDC et du Rwanda, posent des sérieux risques pour la population burundaise. Pour le cas de Mpox, la RDC enregistre 30 000 cas, dont 990 décès depuis le début de l'an 2024. Et quant au Burundi, 849 cas sont déjà enregistrés, aucun décès n'a signalé et 428 malades sont sous traitement jusqu'au mois de septembre de cette année. Pour le Rwanda, il y a déjà 29 cas de Marburg, dont 8 décès. Le ministère de la Santé publique invite la population burundaise à observer les mesures préventives contre le virus Marburg suite à sa déclaration dans le pays voisin, le Rwanda. Son ministère estime que le risque est énorme pour le Burundi suite à sa proximité avec son voisin du Nord. Et ces maladies virales qui circulent ces derniers temps peuvent avoir des conséquences graves sur la santé publique et la cohabitation des populations dans toute la région. Alors, quelle est la situation de ces deux maladies au Burundi? Quelle est riposte dans chaque pays dans la région des Grands Lacs? Comment harmoniser les approches des pays dans la sous-région pour combattre ensemble ces maladies? Voici les questions essentielles autour desquelles tourne le débat Mosaïque d'aujourd'hui, animé par Vestine Boutoy pour le compte de la radio-télévision Isanganiro en partenariat avec la Benevolencia. Deux invités sont sur le plateau. Il y a Honorable Pamphile Malaika qui est le député à l'Assemblée nationale. Honorable Malaika, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. Et je profite de l'occasion pour saluer ceux qui sont en train de nous écouter, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. C'est la radio-télévision Isanganiro. Il y a également professeur Pascal Nyonizigiye qui est l'expert en relations internationales. Monsieur professeur Pascal, bonjour et bienvenue. Bonjour Vestine et merci beaucoup de l'invitation. Au cours de l'émission, nous allons avoir la réaction du docteur médecin directeur de l'hôpital et clinique Prince Louis Rwagasore qui est docteur Bonite Habyarimana. Pour ouvrir le débat, le médecin directeur de l'hôpital et clinique Prince Louis Rwagasore, Dr Bonite Habyarimana, nous donne son point de vue par rapport à l'état des lieux de la variole du singe au sein de cette structure sanitaire. Côté prise en charge médicale à la clinique Prince Louis Rwagasore, et on sait que cette épidémie de la variole du singe sévit au Burundi depuis le 25 juillet 2024 et la clinique Prince Louis Rwagasore a reçu les premiers cas, les premiers malades le 31 juillet 2024. Et depuis cette date, on a déjà admis en hospitalisation 333 malades qui étaient positifs et nous avons déjà déchargé 268 malades, donc 268 malades sortis, guéris. On ne déplore pas de décès, aucun cas de décès à la clinique Prince Louis Rwagasore. Et à cette date du 10 octobre 2024, on a encore 65 malades qui sont hospitalisés, qui sont sous traitement, qui sont des cas positifs, mais aussi 18 cas suspects qui sont en attente de résultats. Et nous devrons tout cela grâce à l'appui du gouvernement du Burundi à travers le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, mais aussi la réussite, les appuis aussi des partenaires au développement qui appuient le centre en passant par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Il y a l'OMS qui a construit le centre à l'époque du Covid-19, mais il y a aussi l'UNICEF qui nous a appuyés pendant cette épidémie
en termes de personnel, mais aussi en termes d'équipement. Il y a des lits supplémentaires qui ont été octroyés par l'UNICEF, mais aussi des matelas. C'est à travers une autre ONG qui s'appelle Global Development Community Burundi. Et à travers Global Development Community Burundi, l'UNICEF aussi rationne les malades hospitalisés. Et voilà, la réussite, c'est aussi le résultat des visites régulières du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Le ministre lui-même visite le centre, mais aussi les visites, c'est à travers le centre des opérations des urgences de santé publique. Mais aussi il y a des visites des partenaires au développement. Et à côté de l'équipe médicale, il y a l'équipe de coordination qui est composée par la direction de la clinique Prince Louis Rwagasore. Je dois dire qu'on n'a pas beaucoup de défis ou de problèmes dans le centre qui sont liés à la prise en charge, parce que si on a le personnel, on a les équipements, les médicaments sont disponibles, et le personnel qui prend en charge ces malades-là est motivé. Donc on n'a pas franchement beaucoup de soucis, mais je conseillerais à la population de ne pas continuer à se saluer en se serrant les mains ou en s'embrassant, et continuer à observer les mesures d'hygiène, et surtout que dans nos pays voisins, on voit qu'il y a une autre épidémie qui sévit dans ces pays-là. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à la prise en charge de cette épidémie de la variole du singe à la clinique Prince Louis Rwagasore depuis le début de l'épidémie jusqu'à cette date d'aujourd'hui. On a une capacité d'accueil aujourd'hui de 80 malades. Retournons ici au studio, et vous venez d'entendre ce qui se passe à l'hôpital et clinique Prince Louis Rwagasore. Le nombre des cas de Mpox jusqu'à aujourd'hui, depuis son apparition au Burundi au mois de juillet. Question à vous, honorable Pamphile Malaika, vous êtes député à l'Assemblée nationale et vous sortez aussi d'un coin quelconque du pays. Quel est votre point de vue par rapport au cas de Mpox ici au Burundi? Bon, il faut d'abord saluer la rapidité et les efforts fournis par le gouvernement du Burundi, en particulier les efforts fournis par la ministre de la Santé, par la mise en place de ce centre national de la prise en charge de ces épidémies. On a entendu ça à travers les médias, et qu'il y a l'épidémie qui vient à grande vitesse. L'épidémie en rapport avec le virus Mpox, et partout à l'intérieur du pays ou partout dans le pays, on a été alerté, parce qu'une épidémie, il faut prendre des précautions à temps. Il faut une certaine rapidité pour contrer l'évolution rapide de ce genre de maladie. Et tout le monde, tous les Burundais sont alertés, sont alarmés, sont informés, et surtout en rapport avec les mesures mises en place, les mesures en rapport avec les mesures d'hygiène, et les mesures de ne pas se saluer, de ne pas être en contact corporel en permanence. Et je dirais que tout le monde est averti, pour faire face à cette épidémie. Est-ce que cette épidémie est présente sur tout le territoire national? Oui, on a parlé. D'abord, les trois premiers cas ont été évoqués à partir des hôpitaux, comme le centre hospitalier universitaire de Kamenge, et aussi dans le district d'Issale, dans Bujumbura.
Et par après, on a relevé d'autres cas à Rumongue, à Kayanza, etc. Donc ça montre que cette épidémie a déjà atteint presque tout le territoire national du pays. C'est pourquoi les mesures de prévention déjà indiquées, il faut que ça soit rigoureusement mise en pratique. En tant qu'élu du peuple, est-ce que auriez-vous des informations sur le cas de Marburg, qui est le nouveau virus qui sévit au Rwanda? Oui, comme parlementaire, on doit être l'œil et l'oreille de la population. Nous avons déjà entendu ce virus, Marburg, au Rwanda. On nous a parlé de 26 cas, dont 6 décès et 20 qui sont en isolement. Et il y a aussi environ 161 cas de personnes qui ont été en contact avec ces cas déjà relevés. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on nous a dit que ces 26 cas, c'est le personnel de la santé. Et on ne parvient pas même à savoir comment ils ont été affectés par ce virus, par quelle voie, etc. On est tenté d'enquêter, on est tenté de voir l'origine, la source, par quelle voie cette maladie a atteint le personnel de la santé. Et nous saluons aussi les efforts du gouvernement rwandais parce qu'on nous dit qu'on a mis tout le paquet pour contenir cette épidémie. Et aussi, il faut saluer les efforts de l'OMS qui a rapidement apporté son expertise et aussi l'outil matériel pour contrer cette épidémie, pour que cette épidémie ne traverse pas les frontières pour aller dans les pays voisins comme le Burundi et la RDC. Et vous êtes convaincu que ce virus ne pourra pas atteindre le Burundi? Avoir les mesures déjà mises en place par le gouvernement du Burundi, en particulier par Madame le ministre de la Santé au Burundi, les mesures qui concernent à bien surveiller la frontière. Et vous savez que la frontière du Burundi est fermée. La frontière terrestre, c'est depuis janvier 2024. Mais même si cette frontière est fermée, il y a des passages clandestins qui se passent entre le Burundi et le Rwanda. Alors on a mis un système de surveillance et de vigilance accrue pour surveiller effectivement ces passages clandestins qui peuvent apporter cette épidémie sur le sol burundais. Et on a même demandé aux districts sanitaires qui sont proches de la frontière du Burundi d'être vigilants pour pouvoir relever en temps utile des cas si ces cas arrivent. Je reviens vers vous, professeur Pascal Nionizi-Guillet. Vous êtes l'expert en relations internationales et quel est votre point de vue par rapport à ces deux épidémies, variole du singe et virus Marburg? Alors, vous nous avez parlé de ces deux maladies qui sont des maladies graves, il faut le dire. Et ça fait que il y a quelques temps, on était confronté à une autre épidémie comme Covid-19. Et on a déjà cette habitude de pouvoir, disons, se prémunir de tous les moyens possibles pour contrer ce genre de maladie. Alors, comme l'a souligné Honorable Maraïka, il y a eu des dispositions qui ont été prises par le ministère de la Santé, les partenaires comme l'OMS et l'UNICEF qui essaient de soutenir le gouvernement pour essayer de contrer ces maladies. Parce que ce sont des maladies, même le cas du virus de la fièvre de Marburg qui est au Rwanda peut traverser les frontières et c'est pour cela qu'on doit, prendre des précautions. Heureusement que on s'est déjà apprêté. Mais je crois qu'il faudrait que la mobilisation continue et que les gens respectent essentiellement les consignes d'hygiène qui ont été données par le ministère et par d'autres partenaires. Selon vous, la présence de ces maladies contagieuses ont quel effet
sur la cohabitation entre les peuples de la région des Grands Lacs? Bon, l'effet, c'est que comme les voyages sont devenus très faciles entre les pays, que les frontières peuvent être traversées très facilement, comme l'a souligné Honorable. Même pour les frontières qui sont fermées, on sait bien qu'il y a des contournements qui sont possibles, même si ce n'est pas toujours enseigné. Et c'est pour cela que ce genre de maladies peuvent être à la base de la paralysie des échanges, de la communication, parce qu'elle a peur des maladies, surtout des maladies graves comme la variole du singe ou bien le cas de la fièvre de Marburg. Ça peut créer une psychose au niveau de la population, ça peut ralentir les échanges entre les peuples. Et surtout, si ce n'est pas bien traité, si les mesures d'hygiène ne sont pas respectées rigoureusement, il y a risque de mort d'homme. Donc, et vous savez bien que la santé, c'est un bien public mondial. Régional, sous-régional, ça veut dire il n'y a pas de bien-être s'il n'y a pas de santé. Si les vies humaines sont exposées, c'est que c'est une catastrophe qui risque d'arriver au niveau de nos pays. Étant donné que toutes ces maladies proviennent de l'extérieur du Burundi, du Rwanda et de la RDC, est-ce que les peuples de ces trois pays n'ont pas de risque de s'accuser mutuellement, d'être à l'origine du malheur de l'autre? Oui, ça peut arriver. Il y a toujours des risques d'accusation mutuelle, comme pour dire, voilà, la maladie vient de chez vous. Bon, il ne faut pas s'approcher des gens qui viennent de tel pays, ainsi de suite. Ça ne manque jamais. Mais je crois que ce qui devrait être fait par les pouvoirs publics, c'est d'essayer de conscientiser les populations et de dire, voilà, l'important c'est de mettre les moyens ensemble pour pouvoir lutter contre ces maladies. Ce n'est pas de s'accuser mutuellement. Parce que de toute façon, même si la maladie de la variole du singe est venue essentiellement du Zaïre de l'époque, les années 70, c'est venu du Zaïre. Ça ne veut pas dire que les Congolais sont vraiment à la base de cette maladie comme on va dire, des responsables, mais ils ont été les premières victimes et au lieu de les accuser, de les rendre responsables de ces maladies, il faut plutôt chercher à se mettre ensemble avec eux pour lutter contre cette variole du singe. Je crois qu'il faut se mobiliser pour la coopération, pour contrer ces maladies plutôt que pour indexer d'autres peuples pour dire que ils sont responsables de telle ou telle autre maladie. Et comment éviter que ces rumeurs sur l'origine de ces maladies n'affectent pas les relations internationales? Il faut commencer, comme je l'ai dit, par la conscientisation, par l'échange d'informations, la mise en commun des moyens de lutte contre ces maladies et mener même des campagnes d'information parce que, heureusement, ça a été déjà fait ici au Burundi. Il y a eu des campagnes d'information, de conscientisation. Heureusement, on en a déjà une certaine expérience à partir du Covid, de la fièvre Ebola, et ainsi de suite. Maintenant, les gens sont plus ou moins informés sur l'existence de ces maladies qui traversent les frontières. Et Dieu merci, à ce que je sache, même si certaines maladies, l'Ebola par exemple, ça venait du Congo, mais je n'ai jamais entendu parler des Congolais qui auraient été indexés, qui auraient été, considérés comme étant des responsables de cette maladie ici chez nous. Je crois que le gouvernement a fait un travail très important en matière d'information, de conscientisation. Et Dieu merci. Je crois que ce risque... À cette époque-là, qu'est-ce qui a motivé ce comportement? Ce qui a motivé le comportement, c'est qu'on a compris, de par le monde entier, qu'il faut se mettre ensemble
mettre les moyens ensemble. Par exemple, la fièvre Ebola, ça a suscité une coopération internationale jusqu'aux confins de toute la planète Terre, aux États-Unis, en Europe, alors qu'ils étaient un peu loin des lieux d'origine de cette fièvre. Ils ont compris que c'est une maladie qui peut traverser les frontières facilement, et au lieu de s'accuser mutuellement, de chercher plutôt à coopérer pour contrer ces catastrophes. À vous, honorable Pamphile Malaika, la présence de ces maladies dans la région des Grands Lacs a quel impact sur les relations entre les pays de la région? Oui, impérativement. Ça doit avoir un impact très consistant sur les relations entre les pays, comme vient de le dire le professeur. Et, comme il le disait, au lieu de s'indexer mutuellement, comme ces épidémies sont imprévisibles, la lutte devrait être conjuguée. Il fallait vraiment qu'on mette ensemble les efforts pour juguler la présence de cette maladie. Surtout qu'on nous dit que pour le moment, elle a déjà dépassé le berceau géographique de cette dernière. Et au début, on disait que ça provient de l'Afrique centrale, de l'Ouest. Mais pour le moment, on nous dit que le virus des singes arrive même en Europe, même aux États-Unis. Et c'est pourquoi la question ne devrait pas être d'un seul pays ou qu'un pays agit seul, mais on devrait mettre ensemble tous les efforts comme est tenté de le faire l'OMS. L'OMS intervient partout, il amène l'expertise, l'OMS amène le matériel nécessaire pour aider ces différents pays afin de contenir l'évolution de ces épidémies. Surtout qu'on nous dit que ce sont des épidémies très contagieuses. Si on fait des retards au niveau du traitement, ça occasionne beaucoup de morts. Et aussi, moi, je pourrais donner une référence sur laquelle le pays pouvait se référer. C'est le Cameroun, où ce pays a déjà mis en place un plan national intégré de lutte contre la variole du singe, avec un plan quinquennal de 2023 à 2027. Donc c'est un document cadre pour le contrôle de cette épidémie, généralement basé surtout sur le partage systématique des informations, comme le disait le professeur, les informations relatives à l'épidémie. Aussi, il y a la sensibilisation des populations à risque. Et on a mis en avant aussi la prise en charge des personnes affectées et la prévention et contrôle de l'infection en milieu hospitalier et communautaire. Et dans ce plan, on y retrouve également une analyse de la situation épidémiologique nationale de l'épidémie, ainsi que la réponse du système de santé à cette maladie. Alors, dans ce plan, on a mis 4 domaines d'action stratégique qui pourraient aider les autres pays. La première stratégie, c'est le renforcement de la coordination multisectorielle. Deuxième stratégie, c'est le renforcement de la surveillance et la réponse. Troisièmement, c'est le renforcement de la communication et la sensibilisation. Donc, tout devrait passer par la communication et une bonne sensibilisation. Et enfin, c'est le renforcement des capacités de laboratoire et de la recherche sur la variole des singes. Donc, il faut des équipements appropriés au niveau des laboratoires et des recherches requises pour pouvoir bien identifier à temps ces genres d'épidémies qui, on a déjà dit que si on connaît en retard, ça occasionne beaucoup de morts. Mais si on agit rapidement, on a de bons résultats. Est-ce qu'en tant qu'élu du peuple, auriez-vous entamé la phase de sensibilisation par rapport au risque de ces maladies? Mais malheureusement pas, on n'a pas eu cette chance parce que normalement, comme l'épidémie est déjà dans notre pays, on devrait commencer par la sensibilisation des députés, quitte à sensibiliser par après par ces derniers. Donc, il fallait commencer par la sensibilisation des députés. Oui, nous sommes déjà informés sur les manuels de prévention. Pas sensibilisation. Mais pas la sensibilisation. Mais malgré cela, comme je suis en train de le dire, même au niveau de ce micro, je suis en train d'aider à la sensibilisation. Mais vous comprenez que le travail de sensibilisation via les députés n'est pas encore
à Bombo. Alors, comment sensibiliser la population de façon efficace et sur ces risques de ces maladies? Et le moyen aussi de les prévenir. Bon, c'est ce que j'étais en train de dire par rapport avec ce plan du Cameroun. Même ici, vous avez entendu dans l'audio. Dans la réaction du médecin directeur de l'hôpital et les cliniques et Prince Louis Guarasol. Effectivement, qu'on est tenté de sensibiliser surtout ces mesures de prévention. Oui, mais par quel moyen? On est en train de le faire comment? Bon, d'abord, c'est au niveau des médias, comme nous sommes en train de le faire. Et aussi, comme il nous dit qu'on a déjà mis en place un centre de prise en charge avec un personnel et des médicaments, etc. Je pense que ce centre, le personnel qui y réside, est tenté effectivement d'être à l'œuvre, surtout en matière de communication et de sensibilisation. Monsieur Pascal Nyonizigi, vous êtes l'expert en relations internationales. Quels seraient les moyens efficaces pour sensibiliser la population par rapport aux risques de ces maladies et sur comment les prévenir? Je crois que la tâche de sensibilisation de la population a commencé par le biais du ministère de la Santé. Et naturellement au niveau des différentes subdivisions administratives, parce que à la radio, à la télévision, dans les journaux, on parlait de ces maladies-là, surtout la maladie qui est déjà sur le territoire national, c'est-à-dire la variole du singe. Et je crois que ce n'est jamais suffisant, il faut continuer à le faire, surtout qu'on s'est déjà rendu compte que les populations ne sont pas toujours, disons, la population burundaise n'est pas toujours prête, disons, à respecter les consignes d'hygiène, parce qu'on voit comment les gens s'embrassent dans les rues, peuvent facilement entrer dans certains endroits sans nécessairement se laver les mains comme ça a été recommandé. Je crois qu'il faut continuer à le faire, mais c'est déjà fait. Je crois qu'on a déjà commencé à le faire, et c'est de cette façon-là qu'il faut disons, procéder pour lutter contre cette maladie. Mais je voudrais souligner le fait que ce que l'honorable Malaika a souligné à propos du Cameroun, la stratégie, le plan qui a été adopté pourrait nous servir d'exemple pour, nous inscrire dans cette voie de conception d'un plan, d'une stratégie nationale bien assise, parce qu'on ne sait jamais, il y a beaucoup d'autres maladies qui peuvent venir. Vous avez entendu par l'intervention de son médecin directeur de la clinique Prince Louis Guarasol que les structures qui ont été mises sur pied pour lutter contre le Covid servent maintenant à pouvoir se mobiliser contre cette variole du singe. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut avoir une stratégie nationale qui pourrait fonctionner jusqu'à l'éradication de la variole du singe, mais tout en sachant que d'autres maladies peuvent venir. On n'est pas encore nécessairement au bout des catastrophes. Et qu'est-ce qui se passe ailleurs dans la région des Gras, là, qu'il y a notre confrère de la RDC qui s'est entretenu avec le médecin provincial du Sud Kivu, qui va nous relater les faits, nous informe comment le pays est en train de gérer la situation. Nous sommes en pleine épidémie. Nous continuons à notifier des cas, et les cas qui sont notifiés, nous menons des investigations. Les alertes qui sont validées, ce sont des malades suspects que nous sommes en train de suivre. Nous avons 3 centres de traitement Mpox, le centre de traitement de Kavumu, le centre de traitement de Luiro et le centre de traitement de l'hôpital général de référence de Miti. Mais dans notre plan, on est en train de chercher à désengorger les centres de traitement de Kavumu, faute de la capacité d'accueil, afin de les déplacer vers le centre de santé de Kavumu. Il y a encore de l'espace, et là où nous allons améliorer les conditions d'hospitalisation des malades. Nous misons beaucoup plus sur les mesures barrières.
Et pour ce qui est des mesures barrières, nous renforçons les piliers communication, où il y a la sensibilisation qui est en train d'être faite dans la communauté, à travers les médias, à travers les églises, les pasteurs, les influenceurs d'immobilier. Ça veut dire que nous avons eu à former les relais communautaires qui doivent nous aider dans les cas de surveillance à base communautaire. Ils doivent, en partant de définitions communautaires, des définitions cliniques, des cas de Mpox, ils ont été formés sur ça. Ils savent quand est-ce qu'on doit suspecter les malades. Ça veut dire que toute personne qui présente une fièvre élevée d'apparition brutale, et cette fièvre est suivie des éruptions vésiculo-pistilleuses et qui prédomine beaucoup plus à la face, aux paumes des mains et plantes des pieds, et ou présence d'au moins 5 cicatrices de type variolique. Là, ce sont des cas suspects. Et ça, ce sont des cas qu'il faut orienter directement vers les structures sanitaires les plus proches. Donc, les relais communautaires qui ont été formés, ils savent ça. Ils ont des images de dépliants et qu'ils utilisent pour renforcer la surveillance et mener une bonne surveillance afin de nous aider à orienter les cas, les prendre en charge et limiter la chaîne de contamination. La deuxième stratégie, c'est que les malades qui nous sont arrivés avec leur cas de malades, on refuse qu'il y ait des visites, qu'il y ait des sorties, des mouvements de garde des malades, des centres de traitement vers la communauté, parce que ce sont des cas qui éventuellement favorisent la transmission, la contamination, surtout que pendant la période d'incubation, la personne peut transmettre la maladie tout en étant cliniquement saine. La troisième stratégie, c'est que la communication pour les changements de comportement. À travers les influenceurs d'immobilier, à travers les prêtres, les pasteurs, les journalistes que vous êtes, c'est de continuer à parler de Mpox, la voie et les moyens de transmission de la maladie, la voie et les moyens de transmission de Mpox, pour que personne n'en ignore et que pour que toute personne dans la communauté soit informée de l'existence de l'épidémie et qu'il puisse prendre les précautions dans le respect strict des mesures barrières, des mesures de prévention. Autre stratégie, c'est de demander à la population de ne pas consommer la viande d'un animal retrouvé mort sans cause bien identifiée. Et éventuellement, limiter les rapports sexuels non protégés avec toute personne suspecte, parce que la voie de transmission sexuelle est aussi incriminée. Voilà pour ce qui est des mesures que nous prenons, tout en insistant sur la communication pour le changement de comportement, tout en disant que tout le monde, toute personne est concernée par la sensibilisation, connaissant les moyens de transmission, afin de barrer la chaîne de contamination, les liens épidémiologiques et pourquoi pas éradiquer l'épidémie. Oui, docteur, mais est-ce qu'il y a des stratégies pour que les Mpox ne traversent pas les frontières pour contaminer les citoyens de pays voisins avec lesquels la province du Kivu partage les frontières et là, je cite le Rwanda et le Burundi. Quelles sont les stratégies pour que le Mpox ne traverse pas les frontières? Laisse-moi vous dire que toutes les stratégies que je viens d'évoquer restent valables. Et pour ce qui est de la province, je laisse cette question qu'elle soit répondue par le niveau intermédiaire, le niveau provincial. Mais pour ce qui est de la zone de santé, voici ce que je venais de dire et ce qui doit être mis en place et ce qui est mis en place. Mais la meilleure des piliers pour éradiquer l'épidémie de Mpox, c'est la vaccination contre la variole des singes, et c'est les piliers qui nous manquaient encore et qui a été mis en place depuis hier, où nous avons lancé la campagne de vaccination contre Mpox et qui continue et qui va prendre du jour dans la zone de santé de Miti-Morissan. Retournons au studio encore. Vous venez d'entendre ce qui se passe en RDC, précisément au sud Kivu, dans l'un des districts sanitaires. Quel est votre point de vue par rapport à ces stratégies déjà arrêtées, Monsieur Honorable Pamphile Malaika?
Bon, merci. Nous avons entendu qu'ils sont véritablement à l'œuvre. Ils sont véritablement à l'œuvre, surtout quand ils disent qu'ils ont mis tout le paquet pour contrer la propagation de ce virus dans les pays limitrophes comme le Burundi et le Rwanda. C'est vraiment un travail salutaire. Et on a aussi apprécié la manière de communication quand ils disent que ils utilisent les journaux, ils utilisent les médias, ils utilisent même les églises, les prêtres, les pasteurs, les journalistes, etc. Ils utilisent même des dépliants pour limiter la chaîne de propagation de cette maladie. Qu'est-ce qui est en train de faire ici au Burundi? Ici au Burundi, en tout cas, à voir ce qu'on est en train de faire au niveau de la RDC. Et ici au Burundi, on peut citer la voix des médias. La voix des médias, comme nous sommes en train de le faire ici. Et il y a aussi des journaux. Des journaux. Moi, j'ai vu un journal comme Echo qui a déjà sorti un journal dans lequel se trouve la matière en rapport avec le Mpox. Et à l'église, qu'est-ce qui se passe? À l'église, j'ai pas encore entendu parler de cela, mais je pense qu'à partir de cette émission, s'ils vont écouter ça, nous pensons que peut-être le ministère de la Santé pourra utiliser ce canal, aussi le canal de l'église, les prêtres, les pasteurs et consorts. Votre point de vue, professeur Pascal Nyonizigui, expert en relations internationales, par rapport à ces mesures arrêtées pour empêcher la propagation à l'échelle internationale depuis la RDC? Oui, alors, j'ai comme l'impression que les réflexes sont identiques. Ce qu'on fait au Congo, on le fait d'une certaine manière au Burundi et au Rwanda, parce que de tous les côtés, on est convaincu que les frontières sont perméables et que s'il y a une maladie grave dans un pays frontalier, eh bien, cette maladie peut facilement traverser les frontières et mettre en danger la population sur le territoire national. Donc, je trouve que, bon, ce que le journaliste et le médecin congolais ont dit à propos de la lutte contre le Mpox, eh bien, c'est ce qui se fait au Burundi aussi. Parce que, pour parler, par exemple, des différents domaines, différents secteurs qui doivent contribuer dans la lutte contre la maladie. Pour parler, par exemple, des églises, bon, comme vous avez posé la question à l'honorable, je crois qu'à l'église aussi, ici au Burundi, on a commencé à conscientiser les fidèles. Dans quelle église? Dans beaucoup d'églises, il y a, par exemple, on met des seaux avec de l'eau pour se laver. À l'église catholique, je sais, par exemple, que on dit ouvertement aux gens qu'il ne faut pas nécessairement se donner la main pour partager la paix de Dieu, qu'on peut se saluer sans se toucher les mains, ainsi de suite. Donc, il y a des consignes qui sont là dans plusieurs secteurs. Est-ce qu'à part ce geste, le fidèle qui est dans cette église va comprendre que c'est dans le but d'éviter de propager la variole du singe? Oui, ils le savent très bien parce que les médias en parlent. Dans les administrations, à la commune, dans les différentes circonscriptions. Alors qu'on a adopté cette attitude pendant la période du Covid-19? Oui, parce que bon, c'est une autre maladie qui vient et qui est aussi dangereuse, ou même plus dangereuse que le Covid-19. Je ne sais pas, c'est à l'appréciation des médecins. Mais je crois que les gens sont renseignés. Ce que je crains plutôt, c'est la lassitude. Le fait de dire, bon, on n'est pas mort du Covid-19, ce n'est certainement pas le Mpox qui va mettre fin à notre vie sur Terre, et ainsi de suite. Je sais qu'il y a de ce genre d'opinions, mais je crois que l'administration et le ministère de la Santé, les différents partenaires, un peu partout, quand je circule dans mon quartier, je vois, il y a des affiches un peu partout pour la lutte contre
le Mpox. Mais ce que je crains, comme je vous l'ai dit, c'est la lassitude. Parce qu'à force de voir des affiches partout et régulièrement, on finit par dire de toute façon, ce n'est pas nouveau. Voilà. Et rappelons que le débat mosaïque continue sur Isanganiro. Il est centré sur comment faire face seul en tant que pays aux maladies qui ne connaissent pas de frontières. Deux invités sont toujours avec nous sur le plateau. Il y a Honorable Pamphile Malaika, député à l'Assemblée nationale. Il y a également Professeur Pascal Nionizi-Guié, qui est l'expert en relations internationales. Question à vous, Honorable Pamphile Malaika. Comment les pays de la région des Grands Lacs devraient collaborer pour apporter une réponse régionale efficace à ces épidémies? On a dit au départ de l'émission qu'ils doivent faire des efforts conjugués afin de juguler la propagation de ce fléau. Il ne faut pas qu'un pays travaille en singleton. Il faut vraiment qu'ils travaillent ensemble. Surtout qu'on a dit que ces épidémies sont très contagieuses. Vous savez que le Mpox, l'épidémie, là, quand même, on a un vaccin. On a un vaccin pour la prévention. Mais pour le virus Marburg, jusqu'à maintenant, on n'a pas de vaccin. Est-ce que ces vaccins, on a déjà entamé la phase de vaccination? Bon, on vient de le dire qu'au Congo, on a déjà entamé la phase de vaccination. Mais ici, au Burundi, la campagne n'est pas du tout, n'est pas encore nécessaire. Aussi, ces vaccins sont déjà disponibles au Burundi? Bon, on a vu qu'il y a les médicaments. Au niveau des médicaments, là, vraiment, c'est disponible. Même au niveau du ministère, on a dit qu'il y a la disponibilité des médicaments. Mais au niveau du vaccin, je ne sais pas encore. Mais on dit que la campagne de vaccination est utilisée quand il y a beaucoup de cas. S'il y a beaucoup plusieurs cas. Mais si, comme ici au Burundi, il y a encore environ 8 sacs à 9 cas, comme vous l'avez dit, je pense qu'on n'a pas encore... Ça, c'était au mois de septembre. C'était au mois de septembre. Mais je pense que là, on n'a pas encore arrivé à la phase de campagne généralisée de la vaccination, comme on est tenté de le faire au Congo. Et je voudrais aussi revenir sur les manières de contrer. Quand on était en train de dire qu'il faut utiliser les églises, etc., il faut effectivement utiliser les églises, mais dans ces efforts conjugués dans les pays. Et surtout que les personnels de santé nous disent que ces maladies sont... les cas de décès, on les trouve surtout dans les milieux reculés ou qui sont médicalement moins dotés. Or, ces coins, les églises sont telles qu'ils sont mieux indiquées pour atteindre une personne qui est dans un coin X, Y, Z, etc. Comme on nous dit que aussi les décès surviennent par complications respiratoires, sur l'infection bactérienne ou lésions cutanées, il faut que à côté de cette sensibilisation et à côté de cette saine communication, il faut que l'administration et le ministère de la Santé mettent tout le paquet afin de secourir dans les plus brefs délais les populations. Alors, comment contrôler la peur et la stigmatisation qui découle de ces épidémies et empêcher une cohabitation harmonieuse entre les peuples de la région des Grands Lacs? Bon, oui, effectivement, on nous dit qu'en présence de ces épidémies, comme naturellement, il y a la stigmatisation, il y a la discrimination, il y a la peur donc il y a une certaine peur dans la population. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas approcher celui-là, il faut écarter tel ou tel qui est malade. Et je pense que avec ces campagnes de communication et de sensibilisation, ce sont les solutions les mieux indiquées pour juguler ces genres de stigmatisation et de discrimination. D'autant plus que celui qui est malade reste toujours une personne utile pour le pays. Et il faut tout faire pour qu'il soit guéri.
c'est surtout qu'on nous dit que au niveau de du virus de la variole des singes, c'est pas une maladie qui est très grave. Et les décès interviennent quand il y a un retard de traitement. Et c'est pourquoi, sur cette variole, il ne devrait pas y avoir ces questions de stigmatisation. Peut-être sur l'épidémie de Marburg, où 88% des cas, des fois, meurent. C'est pourquoi il faut, là vraiment, il faut tout faire pour essayer de protéger la population. Vu que ces maladies proviennent de l'étranger, je dirais des pays de la région des Grands Lacs, comment éviter que les frontières entre les pays de la région des Grands Lacs ne soient pas des canaux de diffusion, de transmission de ces maladies? Effectivement, ces maladies se propagent par des moyens transfrontaliers. Je pense que comme on l'a fait au niveau du Covid, il faut surveiller les frontières, que ce soit terrestre, que ce soit aérienne. Il faut essayer de voir comment surveiller, faire la vigilance accrue au niveau des gens qui font des mouvements transfrontaliers. Et je pense qu'il faut aussi décentraliser ces centres de prise en charge. Par exemple, pour l'épidémie de Marburg, on nous dit que le centre national est tenté d'être envisagé à Gihungwe. Alors si on met ce centre uniquement à Gihungwe, alors que l'épidémie peut provenir de partout, de Makamba, de Chankuzo, là, je trouve que ça ne serait pas efficace. Mais il faut décentraliser et mettre plusieurs centres, multiplier les centres au niveau des frontières, afin de pouvoir contrer cette propagation à partir d'un pays ou d'un tel autre. À vous, professeur Pascal Nyonizi, expert en relations internationales, comment les pays de la région des Grands Lacs devraient collaborer pour apporter une réponse régionale efficace à ces épidémies? Oui, je crois qu'il y a déjà une conviction profonde au sein de ces pays que la coopération pour contrer ce genre de maladie est indispensable. Étant donné que pour parler de nos trois pays, le Burundi, le Rwanda et la RDC, nous appartenons à des organisations sous-régionales communes. Dans ces organisations sous-régionales, il y a justement des structures qui s'occupent de la santé, parce qu'on sait très bien que comme nous partageons des frontières, les problèmes sanitaires sont généralement communs. Et l'impératif de coopération dans le sens classique d'échange d'informations, vu le climat malsain entre le Burundi et le Rwanda, comment collaborer entre ces deux pays? Même s'il y a des problèmes entre le Rwanda et le Burundi, il faut reconnaître que et les Rwandais et les Burundais sont convaincus qu'il y a des problèmes qui doivent être résolus en commun. Parce que de toute façon, même si la frontière terrestre entre le Rwanda et le Burundi est fermée, on sait très bien qu'il y a des interactions entre le Rwanda et le Burundi. Ce n'est pas pour rien que dans nos deux pays, on a encore des représentations diplomatiques. Donc, nous gardons un minimum de coopération, d'échange d'informations, surtout dans des domaines qui sont vitaux, comme le domaine de la santé. Parce que la santé, elle, je crois que j'ai dit que c'est un bien public de l'humanité et ça ne peut pas être bloqué par une frontière des problèmes de santé. Voilà pourquoi, me semble-t-il, entre nos deux pays aussi, il doit y avoir une coopération, une interaction entre le Rwanda et le Burundi, même s'il y a des problèmes de la sécurité. Et vu que ces maladies proviennent d'ailleurs de la RDC et du Rwanda, comment contrôler la peur et la stigmatisation qui pourraient découler
de ces maladies et empêcher une cohabitation harmonieuse entre les peuples de la région des Grands Lacs. Nous avons dit que c'est un travail de conscientisation, c'est un travail d'information. Et je crois que ce travail quand même a été fait d'une certaine manière parce que Dieu merci, à ce que je sache, de par les informations qui nous parviennent, on n'a pas enregistré de cas graves de stigmatisation, on va dire d'indexation entre nos peuples. Non, nos peuples, disons, comprennent qu'ils doivent... garder une certaine interaction entre eux, une coopération. On sait très bien que même quand il y a des ennuis sécuritaires au niveau des frontières, des problèmes politiques, nos peuples savent très bien qu'ils sont interdépendants et franchement, il n'y a pas d'indexation mutuelle. En tant qu'expert en relations internationales, que faire pour éviter que les frontières entre les pays de la région des Grands Lacs ne soient pas des canaux de transmission de ces maladies? L'honorable Maraïka a souligné le fait qu'il faut être vigilant au niveau des frontières, il faut des contrôles. Et là aussi, je me dis que nous avons une certaine expérience quand il fallait faire face au Covid-19. On était vigilant au niveau des frontières. Il y avait des mécanismes de contrôle, de vigilance pour essayer de voir au niveau des frontières si les gens qui traversent les frontières ne sont pas déjà malades. Ou bien, s'il y a moyen de secourir des gens à l'avance, déjà au niveau des frontières, essayer de le faire. C'est ce que l'honorable a souligné encore une fois au niveau de Gihungwe, par exemple, qu'il faut multiplier ce genre de structure. Normalement, je crois que c'est une pratique qui est déjà connue, qui est déjà là depuis qu'on enregistre ce cas de maladies qui sont contagieuses et qui peuvent facilement traverser les frontières. Et qu'est-ce qui doit être fait pour que toutes les communautés au niveau régional ou transfrontalier soient suffisamment sensibilisées pour prévenir les fausses rumeurs qui circulent déjà sur les réseaux sociaux? Oui, je crois qu'il faudrait le faire par le biais des structures sous-régionales qui nous lient. Ça veut dire au niveau de la communauté est-africaine, par exemple, au niveau de la CIRGL, au niveau de la CPG. Je crois que dans toutes ces structures-là, il y a moyen de mener un travail de communication, d'information, d'échange, pour que les populations soient, disons, régulièrement conscientisées, soient informées, soient amenées à se comprendre mutuellement et à ne pas chercher à s'accuser, mais plutôt à comprendre qu'il faut suivre les consignes qui ont été données, les recommandations des structures administratives, du gouvernement, des partenaires de santé. Et comme ça, je crois que on comprendra qu'on appartient en fait à un même espace géographique et que nous sommes dans un même bateau. Ici, les épidémies ne regardent pas les frontières, ne regardent pas la carte d'identité. Ce sont des menaces pour tout le monde. Et voilà, alors c'est par vos interventions que nous mettons un point final à cette émission Mosaïque qui était centrée sur comment faire face seul en tant que pays aux maladies qui ne connaissent pas des frontières. Sur le plateau, nous étions avec deux invités. Il y a Honorable Pamphile Maraïka, député à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir répondu présent à cette émission. Je vous remercie, mais avant de terminer, je voudrais glisser à quelque chose. Même si on a tout dit en rapport avec l'épidémie du virus de la variole, au Royaume-Uni, on a constaté 6 cas de non-voyageurs sans lien direct avec les pays où les personnes venant des pays où le virus circule habituellement en Afrique. Alors on se demande comment ces 6 cas de la variole du singe, ont été affectés. C'est toujours une grande question, c'est toujours problématique, même si on prend des mesures pour limiter le mouvement transfrontalier. Mais vous comprenez que même dans un pays quelconque, il peut y avoir des cas sans être
toutefois être en contact avec un porteur. Je vous remercie. Merci également à professeur Pascal Nyonizi Guillet, expert en relations internationales. Merci beaucoup. Au revoir. Restez branchés sur Isanganiro, le programme est continu. Mosaïque. Mosaïque.